KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Certes, il en émergeait des demi-dieux, mais à part ces sommets-là, Augustin eût volontiers enfoui sous la même vase les doux bohèmes ratés, pareils à ce Don Quichotte en pèlerine, rempaillant de lyrisme la pelure vide de ses pauvres jours, et les autres, les fiers, les forts, les possesseurs de qualités qui s'étaient maintes fois vus attribuer à lui-même, rectitude et puissance dans leur comportement moral, courbe simple de leur vie, anticipation assurée de leur destin. Un douloureux dégoût, bien brassé, bien mêlé, homogène et sans grumeaux, où se perdait toute diversité d'origine. C'était son âme de ce soir. À la pensée de se trouver là-bas, en moins de 10 minutes, dans sa turne d'école normale, ressassant ce travail sur l'argument ontologique, commencé dans la joie, il était saoul. Et saoul surtout de se sentir, en souffrance dans de pierreuses landes vides, l'éternelle question sans réponse. Où en suis-je de mes conclusions sur le Christ ? Un tas de petites fiches classées commençaient de monter dans ses notes. Il y joindrait la dernière née. Les conclusions roulaient toutes seules sur leur ligne de plus grande pente. Il le savait bien. Il l'avait soupçonné dès le temps de M. Rubenson. Métaphysique et exégèse se ressemblaient là. C'était un effondrement si simple, au bout de méditations déchirantes. On y allait tout droit, sans résistance, sans réaction, comme un enfant vers son sommeil. Qui gagnerait ? L'horreur de ce déchirement ? L'attrait de cette simplicité ? Qui pouvait dire ? Pas lui, certainement. Pour traduire son état, le mot tâtonner était bien trop actif encore. Il n'était qu'inertie dans la nuit. Des gars barbus de roux, médecine, beaux-arts, encadrant une belle et forte fille d'aspect nordique, les croisèrent. Tout le groupe marchait d'un triple pas dur. Ces gens ne devaient pas se poser la question éternelle. Il interrompit Vaton abruptement. « Dis-moi, Vévé, qu'est-ce que tu penses d'Olsenman ?»« Qui ça ?» s'enquit Vévé, du ton de voix tranquille dont il eût demandé si tel de ses camarades était déjà venu déjeuner à sa pension à 19 sous. L'auteur du An Kommentar zum Neuen Testament et autres travaux considérables. « Je te demande pardon, » dit Vévé. « Qui ça ?» Augustin se haït de cette plaisanterie pédante. Personne de bien sensationnel, Vévé. Un critique religieux allemand contemporain. Ah, dit Vévé, quelqu'un dans le genre de... Qui donc déjà a fait une vie de Jésus en allemand ? Voyons, une idée du beau Danube bleu ? Sa main vissa en l'air une spirale de valse. Strauss, sans doute. Oui, c'est ça. Il continua avec plus de simplicité qu'Augustin n'eût attendu. Je ne désire pas savoir ce qu'il raconte. Il lança un coup de bras circulaire vers les balcons de la rue Soufflot et les pans du ciel sur le Panthéon. Non qu'il les prît en témoignage, mais parce qu'il aimait placer au-dessus de ses pensées, comme tant d'autres avant leur signature, de ces gestes préalables, emphatiques et inattaquants. Les gens qui ont besoin de Dieu pour discipliner leur sensibilité, je ne vois pas bien ce que ton monsieur leur donnera à la place. Il sourit dans sa barbe pauvre. Augustin retrouva le Vaton de jadis en ce sourire ingénu. Pour aller chez Vévé, on franchissait d'abord un vaste porche commercial qui sentait l'ammoniac, les chevaux et la buanderie. Une maison de produits pharmaceutiques encombrait toute l'entrée. Augustin lut sur les devantures « Fuchs et Lenot ».
Des bureaux occupaient un côté de la cour. Sur l'autre côté, des machines à laver lavaient des bouteilles. On circulait dans la cour, à travers des triporteurs et des camions au repos pour la nuit. À l'heure tardive où ils entraient, on ne voyait plus rien de cette industrie, ni de la géographie noire que de très vieilles pluies avaient tracée sur le plâtras des murailles. Mais si le travail était discontinu, l'odeur chimique permanait d'un bout de l'an à l'autre, ne prenait pas de vacances, passait la consigne d'un jour au jour qui le suivait dans les 365 jours. Au fond de cette cour, un deuxième porche menait à une troisième façade, derrière laquelle des logements pour demi-pauvres venaient respirer sur une série de jardinets. Le paysage se faisait intime. Dès avant le chez-soi véritable, on commençait de s'y sentir chez soi. Et par exemple, la première fois qu'on montait l'escalier, on devinait que les demi-cercles qu'il vous imposait de tourner seraient bien vite pour vous des demi-cercles faciles. Qu'ils étaient moins les détails d'une pauvre demeure que des marques d'une mutuelle et affectueuse identification par lesquelles vous et lui, vous reconnaissiez familiers. Aux marches, à la corde brune qui servait de rampe, dès la première ascension, des tas d'habitudes s'associaient, que l'escalier vous induisait à prendre pour montrer à vos jambes et même à vos bras la manière de suppléer à l'éclairage, lorsque la concierge, éteignant le gaz dès 9h30 du soir, ne l'avait pas encore allumé à 7. Les mauvaises odeurs elles-mêmes, pas tout à fait absentes, ne semblaient pas offensives, telles de mauvaises odeurs mal élevées, qui sont plus chez elles que vous lorsque vous passez. Elles n'assumaient pas, comme sous le porche, cette dure assurance capitaliste et industrielle. Elle restait humblement domestique. Elle s'excusait presque. Elle s'associait à d'autres d'un plus haut rang, les fricots et les lessives. Elle ne craignait pas de se montrer avec des sœurs plus belles, douces sœurs laides, dont on peut dire que ce n'est pas la faute, que leur cœur est sans fiel. Ainsi montait Vaton, et derrière lui Augustin, dans une maison populaire sur un escalier plein d'accueil. Vaton éclairait d'allumettes le trajet de son visiteur. Comme il allumait la dernière, Augustin lut sur une porte de couloir au plus haut étage, le 3e ou le 4e, il ne se rappelait plus, une carte de visite où étaient inscrits ces mots simples et grands : Paul Vaton, homme de lettres. Dans la chambre circulait une jeune fille, mince, blonde, frileuse, en un léger fichu blanc. On eût pu dire si son mutisme était réserve ou sournoiserie. Elle voltait entre le lit, la table et la cheminée, avec l'absence de poids d'un flocon. « Mon amie Marguerite, ma compagne, mon inspiratrice », fit Vévé. Pendant la seconde où elle les maintient sur lui, Augustin vit dans les yeux de l'inspiratrice un strabisme si léger qu'il se contentait d'accentuer, sans l'enlaidir, l'incertitude de ses doux traits, qu'elle préférait sans doute laisser dans leur imprécision enfantine, n'ayant pas l'énergie de les organiser, ni ne sachant au juste sur quoi les diriger dans la vie. « Marguerite, il faut ouvrir, » fit Vévé. « Il faut toujours ouvrir. » Il secoua l'espagnolette d'un coup de poignet violent. Les nuages composaient un firmament sombre et bas. Un immense éparpillement de lumière fourmillait à ras du sol, comme si on avait secoué le ciel sur les rues. « N'est-ce pas, » expliquait Vaton, « la maison domine Paris de toute la hauteur de la butte, et nous sommes en haut de la maison. » À un pied de la fenêtre, une sorte de froid mouillant, ni pluie ni brume, goûtait dans cette nuit. Quelques minutes après, Marguerite ferma la fenêtre derrière lui sans qu'il songeât à la rouvrir, à s'en plaindre, ni peut-être même à le remarquer. Sur l'armoire à glace à un bâton, honneur d'éloge de concierge, un plaçage boursouflé par tous les accidents de son histoire avait l'air d'avoir souffert et vécu. Entre cette armoire et la fenêtre, 2 caisses d'emballage posées l'une sur l'autre formaient piédestal pour l'une des étagères peintes en rouge qui meublent les garnis d'étudiants, et le tout contenait des livres.
fourrageant dans l'une de ses caisses, en sortit un cahier noir. Puis, avec le sourire d'un petit enfant qu'on ne grondera pas, « Je ne t'ennuie pas, dis. Mais assieds-toi. Moi, je m'installerai sur le lit. » Il n'existait que 2 chaises. Augustin s'assit. Vévé lut ces vers d'une voix sourde et rauque, tout en tremblement et vibration. Le côté sonore du phénomène disparut, l'aspect expressif demeura seul, pareil à des hachures sous une couleur grattée. Mélange d'idéalisme, de chaleur et de chimère, cette diction s'accompagnait, comme un clown imite l'écuyère, du va-et-vient rythmique de la grande barbe ridicule. J'aime que le village où je rentre le soir consente à s'effacer en contrebas des routes pour que mon pauvre cœur puisse embrasser toute énormité du ciel vide, intact et vert noir. Qu'aucun hérissement n'interrompe la ligne du couchant, tranchée nette par le biseau des bois, que rien d'humain ne soit lorsque, dans un cygne noir, émergeant des eaux, la nuit viendra sur moi. Laissez-les s'enfoncer au bas niveau des plaines, ces toits et leurs fagots découpés au hallier, s'ils veulent, et mêler leur saleté humaine, moins sale que les cœurs, au fumier familier. Mais je permets que seule, en le soir immense, une pointe mystique affleure au bas du sombre bleu, et que le cri subtil d'un clocher blanc de lune perce toute la nuit l'orgue sourde des cieux. « Il y a quelque chose là-dedans », fit Augustin, rêveur. « Oh, n'est-ce pas, monsieur ?» pleura une petite voix derrière lui. Il vit une Marguerite transfigurée, du feu dans ses yeux inégaux, ses mains jointes et serrées sur le subtil frisson de son corps. Le visage pâli, le doux visage, pas très sûr du modelé que la vie demandait de lui, et qui, en attendant, s'abstenait et cherchait le visage de Marguerite, avait trouvé cette fois ce qu'il lui fallait dire. Quand Paul aura publié ses vers dans les revues, que sa comédie lyrique sera représentée et son roman fini, alors tout le monde lui rendra justice. Allez. L'inspiratrice était là, fondue d'ardeur, palpitante d'une admiration où ne manquait pas la pitié, communicatrice des grands espoirs, les nourrissant peut-être avec sa santé, avec son travail, ou simplement l'inépuisable coupe de son cœur. Vévé, reprenant son air d'enfant gâté, répétait d'un ton plaintif et faussement modeste : « Non, ce n'est pas ce que je veux faire, non, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. C'est conçu simplement, oui, peut-être, mais dans l'expression ça se rétracte, ça sort verbeux, chargé. Je voudrais le maintenir dans son cadre natal, dans son raide et simple cadre natal. » Deux besognes à la fois occupaient Augustin, que leur interférence ne rendait pas aisée. La première était d'écouter Vévé. La seconde, plus difficile, consistait à fixer, malgré un obscur et minuscule remords, quelques points en plein air dans le voisinage de Marguerite, sur une trajectoire qui frôlait son visage et lui permettait de n'en rien perdre sans toutefois la regarder. Il faillit se rappeler une tactique semblable, un certain soir, sur la terrasse du grand domaine. Mais le souvenir n'osa pas venir assez près de lui pour le gêner. Où l'avait-il vu ? Nulle part, sans doute. Et cependant, cette minceur, ces cheveux blonds tendres, toute identification semblait bien hasardeuse. Elle respirait oppressée, la bouche ouverte. Elle vivait évidemment ce dont rêvait l'autre. Elle devait être quelque organisme prodigieusement musical, à qui manquait l'expression, la technique, la culture, tout sauf le cœur. Il en a d'autres, monsieur, d'autres vers dont il est plus content. La petite voix tremblait d'anxiété en produisant cette magnifique révélation. Les licences aux règles classiques, le singulier rimant avec un pluriel, c'était égal ? Demanda Augustin pour dire quelque chose. Ça m'est égal. Lis-moi les autres vers. Vévé chercha dans le cahier de ses vers avec une manière d'indolence amoureuse.
Peut-être ceci, dit-il. Vers pour un voyage que je ne ferai pas. C'est le titre comme dans Cyrano. Lis, lis. Je ne sais pas comment sont tes cieux, ô Florence. Or, San Michele et moi ne nous verrons jamais. Mais il hésita, s'arrêtant, fit « Non ». Il y eut 3 ou 4 secondes d'un silence partiel, traversé par les bruits du logement voisin. « J'aime mieux celui-ci, ça s'appelle Litanie ». Il répéta d'un ton grave « Litanie » et se tut, comme s'il prenait un élan. « Seigneur, ayez pitié de ma timidité. Seigneur, abritez-la du coup de poing des hommes. Seigneur, voyez d'un œil clément ma pauvreté. Dans mon complexe cœur, Seigneur, mettez de l'ordre, car il se liquéfie et bave sur mes mains. Seigneur, tous les dragons du soir viennent y mordre. Mes volontés, mon roi, mon cœur, où rien ne dure, ont coulé comme l'eau sur les bords des chemins, parmi les pots cassés, l'herbe grasse et l'ordure. Je n'en puis plus, Seigneur, sous la tâche de vivre, je fléchis. Soyez fort et bon, veillez pour moi, tandis que je prierai, les yeux sur vos saints livres. Mais ne limitez pas à mes jours vos bienfaits. Seigneur, pitié pendant, pitié après ma vie. Que de ces 2 côtés, je trouve même paix. Et voilà, fit Vévé. Marguerite le regardait pieusement, gravement, toute blanche. Ces vers sont les plus récents. Oui, dit Vévé, ça se voit ? Comment, forme ou fond ? Les 2, fit Augustin, les lèvres serrées sans qu'il sût bien pourquoi. Dans ces tercets, à quoi rime le vers du milieu ? C'est exprès, il ne rime à rien, il fait comme moi. Un peu de souffrance nuança le sérieux ingénu de Marguerite. Ne lui laissez pas dire cela, monsieur. Il se désespère lui-même. Il diminue ses propres forces. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux, fit Augustin, qui s'aperçut à la fois d'un certain agacement qu'il ressentait et de la cruauté de sa réponse. Vévé accompagna son départ. Ils retraversèrent la série des petits jardins plâtreux, les 2 porches, les odeurs chimiques. La raison sociale fut chez Lénaud, dit quelque chose à Augustin. Il lui sembla connaître ce nom d'une connaissance où s'associait Marguerite. C'était peut-être celui que, dans sa pensée, il orthographiait Fuxelnode, lors des confidences du peintre nain. Vévé et lui remontèrent tous 2 vers la rue d'Ulm. Inspiratrice, amie. Avec une identique prudence, Augustin n'avait pas dit mademoiselle et n'avait pas osé le ridicule madame. Quoique partout ailleurs que dans le voisinage, de ses vers, de celles aussi qui les écoutaient, il n'eut pas tant de manière à faire avec les mots. Il s'expliquait maintenant une légère hésitation montrée par Vathon devant la proposition de venir jusque chez lui. Elle n'avait cédé qu'à la pensée de lire ses vers. « Ton inspiration religieuse, Vévé, est très belle. Sera-t-elle catholique, complètement ? Dépasse-t-elle l'art ? Déborde-t-elle sur la vie ? Ou te suffit-il de la rêver ?» Vévé hésitait, mettait des espaces, cherchait un moyen terme entre les théories et les confidences. Je me garderai de laisser tomber l'immense richesse sentimentale qu'apporte avec soi la discipline catholique. Si ces règles contraignantes servent à la fois mon cœur et mon art, c'est tant mieux, et comme tu dis, c'est le surcroît. Cet appétit de disciple est-il récent ? Rien n'est récent dans un cœur. S'accompagne-t-il de pratiques, la messe, les sacrements ? Je cherche les rigides règles.
Augustin pensa qu'il fallait faire attention. Va-t-on déployant les susceptibilités soudaines dont l'habitude ne semblait pas l'avoir quitté depuis le lycée? Au contraire. Cependant, l'autre lui ayant montré Marguerite, il pouvait bien lui en parler. « Cette jeune femme, ton amie, ton inspiratrice. » En même temps, il regardait Vévé pour voir comment passaient les mots. Ils ne suscitèrent aucune objection, et même Augustin vit, avec un peu de dégoût, un sourire de fatuité douceâtre sur la figure de Vévé. C'est une petite employée de Fucheleno, cœur charmant, perfectibilité infinie. Nous communions profondément dans la même beauté. Alors, fit Augustin en lui disant « Au revoir », je me permets de rappeler à ta recherche des rigides règles un principe de morale qui lui a sans doute échappé. Ils étaient à ce moment devant les grilles de l'école normale. Va-t-on se tut sous le choc, puis brouilla quelques mots où l'on pouvait entendre, toujours cassant ou règle cassante, en tout cas le mot cassant. Mais Augustin montait déjà les degrés du perron, haussant les épaules à un souvenir du Vévé d'autrefois. Au fond des trappes et des calmes. Le soir, dans sa turne, après le dîner, les deux coudes sur ses grandes feuilles de papier jaune, Augustin regarda dans son cœur. Sa brusquerie avec Vévé l'étonnait encore, quoiqu'il ne le regrettât pas. Était-ce le déplaisant sourire de son camarade, l'identité soupçonnée de l'inspiratrice avec la jeune, fille vue chez le peintre nain dans ses visites de Saint-Vincent-de-Paul? Et aussi peut-être une douceur assez chaude sentie pour Marguerite? Il conclut qu'il lui faudrait s'observer, mais que pour le moment ce n'était qu'un scrupule et qu'il avait bien fait. Puis la lumière intérieure explora d'autres champs. Il venait de juger le cas Vaton et le sien dans la plénitude de son ancienne foi. Quelque chose de ferme, d'ancestral, d'inentamé, radissait ses jugements moraux d'une intacte impénétration chrétienne. Il n'imaginait pas même que sa pensée pût jamais admettre autre chose que cette austérité. Et pourquoi donc avait-il dit son ancienne foi? De quel droit supposer la question résolue et sa foi éteinte? Ces mises au point et rectifications incessantes engendraient une bonne part de sa lassitude. Il toucha du coude un Vévé priant à la messe, pauvre publicain, demandant sans doute force et ordre pour son complexe cœur mordu par les dragons du soir. Et lui-même, comment priait-il? Il se rappelait des assistances à la messe, également intolérables sur leurs deux formes, quand il avait son livre et quand il ne l'avait pas. Dans le premier cas, les interprétations rationalistes montaient toutes seules des évangiles dominicaux, et dans l'autre il mâchait une pâture de prières ou séchée ou pleurante, sans juste milieu. À ces messes, où ni lui ni Vévé n'était le fidèle, lequel s'élevait, lequel tombait? Ah, prier pour plus de simplicité et de paix. Puis il observa que cela aussi supposait la question résolue, quelle était précisément de savoir s'il y avait quelqu'un à prier, et que c'était une fois de plus le même cercle éternel. C'est aux événements extérieurs qu'Augustin dut la variété d'occupations et le repos dont il avait momentanément besoin. La licence S-lettres lui prit les 2 derniers mois de l'année scolaire. Une situation agréable et fructueuse dura jusqu'en fin de septembre et il eut encore 15 jours à donner aux siens. La santé morale de son père était encore en déséquilibre, secouée, cassée par les angoisses de l'attente. La nomination promise n'arrivait pas. M. Méridier commentait ce retard avec un sourire qui faisait mal. Elle eût dû venir beaucoup plus tôt. Quoiqu'un mouvement puisse s'étendre sur plusieurs semaines,
Faut-il que je commence mes paquets de livres ? Ne le faut-il pas ? Augustin prit modèle sur le calme systématique de sa mère. Ne te dérange en rien. S'ils te nomment en retard, ils seront bien obligés de t'accorder le temps de ton déménagement. Mais il eut dès lors la conviction qu'il s'efforça de présenter à son père avec le plus de douceur possible que la nomination ne viendrait jamais. Le grand seigneur d'administration avait sans doute oublié. Il avait fallu lui rappeler sa promesse, l'aller voir à Paris, ou peut-être avait-il exagéré son pouvoir. Était-il moins grand seigneur qu'il ne s'en donnait l'air ? Il n'avait pas même pu débarrasser le lycée du jeune Marguillier, encore moins l'université. Le proviseur écrivit. On lui fit connaître, par la cascade hiérarchique, que M. Méridier serait informé en temps voulu de tout changement pouvant le concerner. Un personnage autrement considérable écrivit, qui n'était rien de moins que M. Marguillier lui-même, le père de l'élève vainement menacé. Une lettre, d'un format flatteur, répondit qu'il avait bien voulu attirer l'attention, etc., qu'on ne perdait pas de vue, etc., qu'un mouvement ultérieur permettrait sans doute, etc., dans des conditions toutes voisines, etc. M. Méridier étant d'importance électorale nulle, le ministre savait que cette réponse suffirait à M. Marguillier, et M. Marguillier savait que le ministre le savait. Il envoya sa carte à M. Méridier, avec la lettre au format flatteur. Augustin se reprocha de ne pas avoir pris tout de suite la seule mesure qui put permettre de voir clair. Toucher le directeur de l'enseignement secondaire par n'importe lequel de ses maîtres à l'école normale, par le philosophe R en particulier. Il fut sur le point d'aller à Paris. Mais M. Méridier refusa que la présence de son fils lui fût retranchée, même pour quelques jours, et préféra tout laisser faire, selon la loi des grands renonçants. C'est ainsi que l'écartèlement de la tante prit fin pour le pauvre père. Il s'en allait chaque après-midi vers 3h avec Augustin, parcourir d'une marche lente 4 kilomètres de sentier à travers les champs. Il employa à cette occupation les derniers jours de septembre. Il expliquait ce que Poitiers ou Clermont-Ferrand, pour ne rien dire de Lyon ou de Bordeaux, eussent signifié pour lui. C'était le lycée de jeunes filles pour Christine. Ici, il n'y a encore rien. Elle lui préparait Sèvres. Elle est fort intelligente et d'une sensibilité qu'il est aisé de voir distinguer. Mais elle ne sait rien et tout est à faire. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.